Il y a quelques mois, ils étaient considérés comme des frères politiques inséparables. Aujourd'hui, l'un est accusé de trahison par sa propre base, l'autre livre un réquisitoire contre la diplomatie de son président. Le Sénégal, porté par une vague de changements en mars 2024, assiste-t-il à la fracturation de son exécutif? Pourquoi la fraternité politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko est-elle mise à l'épreuve par l'exercice du pouvoir? Mars 2024, le Sénégal vit un moment politique historique, symbolisé par un slogan martelé « Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye ». Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko. Cette formule incarne l'unité inébranlable du tandem. Ousmane Sonko, leader charismatique, désigne son dauphin Bassirou Diomaye Faye, qui remporte l'élection présidentielle avec 54% des voix. Pour beaucoup de Sénégalais, voter Diomaye, c'était voter pour le projet de rupture porté par Sonko. Le triomphe fut rapide, mais l'euphorie s'est estompée. Au sommet de l'État, l'harmonie parfaite promise a laissé place aux bruits de couloirs et aux tensions endogènes. Le Sénégal est entré dans une zone de turbulence inédite où les divergences politiques et les luttes de pouvoir internes menacent l'unité du camp présidentiel. Aujourd'hui, nous allons décrypter les fissures apparues au sein du pouvoir sénégalais. Qu'est-ce qui a transformé une alliance fraternelle en une crise institutionnelle ouverte? Comment la récente réforme faisant du Premier ministre Ousmane Sonko un homme super fort tente-t-elle de sauver le tandem de la rupture? Notre mission est donc d'examiner toutes les sources d'informations concernant cette prétendue rupture ou cette fracture majeure et de la décortiquer. Nous allons analyser les points de friction spécifiques, qu'il s'agisse de désaccords politiques ou de lutte pour le contrôle politique. Et au final, déterminer si la réponse institutionnelle destinée à garantir une trêve tient réellement la route. L'élection de Bassirou Diomaye Faye a été un phénomène. Il est un président par effraction, élu au suffrage universel grâce au plébiscite obtenu par son mentor Ousmane Sonko. Cette victoire a immédiatement créé une tension fondamentale au sommet de l'État, la légitimité. D'un côté, le président Bassirou Diomaye Faye détient la légitimité institutionnelle, il est le dépositaire du suffrage et le seul à rendre compte devant la nation. De l'autre, le Premier ministre Ousmane Sonko détient la légitimité populaire, du fait de son poids politique influent et des sacrifices consentis pour le parti. Ce paradoxe n'est pas nouveau au Sénégal. L'architecture constitutionnelle actuelle, notamment les prérogatives exorbitantes du président, est en partie l'héritage de la crise institutionnelle de 1962 entre Senghor et Mamadou Dia. Dès son investiture, Diomaye Faye avait affiché une vision claire pour modérer ce régime. Il avait promis de ne pas être le président qui détient tous les pouvoirs. Sa volonté était d'instaurer un exécutif fort mais partagé, avec un Premier ministre super fort. Malgré ses intentions, les premières tensions sont vite apparues, exacerbées par les attentes de la base électorale. Voyons où les premières fissures sont apparues, car la lune de miel semblait avoir pris fin presque immédiatement. Elle a été très courte. La coalition Diomaye président avait été portée au pouvoir sur un programme de rupture et de reddition des comptes. Cependant, certains ont rapidement accusé le président d'avoir nommé des profils perçus comme appartenant à l'ancien système politique. Ce fut le coup de semonce. Le président Diomaye a choisi de nommer Aminata Touré à la tête de la coalition. Pour les millions de personnes qui ont voté pour PASTEF, ce fut un choc. L'ancienne première ministre Aminata Touré, une figure éminente de l'ancien régime de Macky Sall, le système même que le mouvement PASTEF promettait de démanteler complètement. Et surtout, ce choix allait complètement à l'encontre de la préférence très claire du Premier ministre Sonko pour Aïssatou Mbodj, une vétérane loyale du parti depuis longtemps. Si vous vous présentez avec un programme de rupture avec le passé, comment Faye a-t-il pu justifier le choix d'un symbole de l'ancien régime? Eh bien, la justification semblait une question de pragmatisme politique. Faye se positionnait comme un président au-dessus de la politique partisane pure. L'une des premières manifestations publiques de malaise a eu lieu lors d'une sortie médiatique où Ousmane Sonko a déploré le manque d'autorité du chef de l'État, critiquant implicitement son laxisme administratif. Je suis allé voir le président Diomaye Faye parce que ce qui se passe actuellement, il peut l'arrêter quand il veut. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? C'est une autre question. Des soupçons de flicage ciblant des proches du Premier ministre ont également ravivé les tensions avant un réaménagement du gouvernement. Mais le coup politique pour la base de Sonko a été catastrophique. Nos sources décrivent la fureur et les accusations immédiates de trahison parmi les militants du PASTEF. Certains militants de base disaient des choses comme « Sans Sonko, Diomaye n'aurait jamais été élu ». C'est une trahison. Et la réaction négative sur les réseaux sociaux était également très révélatrice. Je veux dire, plus de 40 000 personnes se sont désabonnées de la page Facebook officielle du président en seulement 48 heures. Il ne s'agit pas seulement du nombre d'abonnés. C'est le retrait
symbolique d'un mandat populaire. Cela a donc vraiment mis en évidence la fragilité de l'ensemble. Lorsque le président a utilisé son pouvoir institutionnel pour choisir un outsider, quelqu'un considéré comme faisant partie de l'ancien système, plutôt que le candidat préféré du leader populaire du mouvement, le président Bassirou Diomaye Faye a affirmé son indépendance politique. Et cette affirmation a contraint Sonko à réagir. La crise a atteint un point de non-retour après le Terra Meeting du PASTEF le 8 novembre 2025. Lors de ce rassemblement, Ousmane Sonko a clairement affirmé que toute restructuration de la coalition devait se faire autour de PASTEF, le parti majoritaire, et il a souhaité l'écartement de certaines personnalités politiques citées dans des dossiers de gestion douteuse. Ce rassemblement fut interprété par certains comme un message direct de Sonko à Diomaye pour lui rappeler que PASTEF l'avait élu. Les enjeux sont lourds, le tandem a le devoir de travailler ensemble car un échec de Diomaye serait considéré comme un échec de Sonko et une trahison à la volonté populaire. Certains soutiennent que Diomaye a trahi le programme de rupture en n'honorant pas la justice pour ceux qui sont morts pour qu'il arrive au pouvoir. Le véritable clash public s'est cristallisé autour de la réorganisation de la coalition Diomaye président. Le 11 novembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin à la mission d'Aïda Mbodj, proche d'Ousmane Sonko et chargé jusque-là de la restructuration de la coalition. Il a ensuite désigné Aminata Touré pour mener ce processus. Le président a justifié ce choix par une volonté d'ouverture. La réponse d'Ousmane Sonko et du PASTEF fut immédiate et cinglante. Le bureau politique national du PASTEF, réuni en urgence, a publié un communiqué rejetant publiquement la décision. Le parti a affirmé ne pas partager ni les mêmes ambitions, ni les mêmes valeurs, ni les mêmes principes avec Aminata Touré. Plus important encore, PASTEF a contesté les prérogatives du président pour démettre l'ancienne coordonnatrice. Pour de nombreux militants, cette décision équivalait à une trahison. Le slogan d'unité a été jugé appartenir au passé. Le député Cheikh Bara Ndiaye, réputé et proche de PASTEF, est allé plus loin, accusant le chef de l'État de mettre en place une stratégie visant à affaiblir Ousmane Sonko en vue de l'élection présidentielle de 2029. Selon Cheikh Bara Ndiaye, le président chercherait à diviser PASTEF et à récupérer des personnalités qui auraient bénéficié d'une clémence judiciaire négociée. Face à ces accusations, Ousmane Baro, chef de cabinet du président, a pris la parole pour défendre Bassirou Diomaye Faye. Il a dénoncé les attaques du député Cheikh Bara Ndiaye, affirmant que le président vit difficilement ces attaques parce qu'il est un homme d'honneur et de dignité avec une vie stable. Ousmane Baro a lancé un avertissement au cadre de PASTEF. Je vais dire une chose, ceux qui pensent qu'il y a rupture entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye, ou ceux qui œuvrent pour cette rupture, qu'ils sachent que le jour où Ousmane Sonko n'aura plus confiance en Diomaye Faye, il n'aura confiance à aucun d'entre nous. Il a également appelé au respect du président pour ses sacrifices en faveur d'Ousmane Sonko et du PASTEF. Cela prépare parfaitement le terrain pour la partie suivante, où les frictions sont passées de la politique interne à la politique officielle, puis finalement à des accusations de sabotage politique réel. Les tensions internes ont rapidement débordé sur la scène diplomatique, révélant des divergences stratégiques profondes. Le point de friction concerne la crise récente en Guinée-Bissau et l'accueil du président déchu, Umaro Sissoko Embalo, par le Sénégal. Le président Diomaye Faye a choisi de recevoir Embalo dans un geste d'hospitalité et de prudence, cherchant à protéger sa sécurité et à respecter les usages diplomatiques. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a adopté une position radicalement différente. Lors de son passage à l'Assemblée nationale le 28 novembre 2025, Sonko a déclaré sans détour que le prétendu coup d'État en Guinée-Bissau était une combine. Il a affirmé que tout le monde sait que ce qui s'est passé en Guinée, c'est une combine. Sonko a insisté sur la nécessité de poursuivre le processus électoral et de libérer les personnes arrêtées, citant notamment Domingos Simões Pereira. Cette déclaration a mis en lumière une divergence politique au plus haut niveau. Le Premier ministre remettait ainsi ouvertement en cause la position officielle et la gestion diplomatique du chef de l'État. Pour certains analystes, ce type de déclaration sur un pays voisin, alors que le président héberge la personnalité concernée, est une maladresse diplomatique et un empiètement sur le domaine réservé du président. Pour d'autres, Ousmane Sonko dit simplement la vérité que tout le monde connaît, préférant la franchise à la langue de bois. Vous avez donc le président du Sénégal qui offre l'hospitalité officielle de l'État à un dirigeant régional et au même moment, son Premier ministre qualifie publiquement ce même dirigeant de comploteur et exige qu'il soit tenu responsable. De nombreux observateurs ont qualifié cela de désastre diplomatique et on comprend pourquoi. Cela viole ouvertement le protocole clé qui consiste à avoir une politique étrangère unifiée. Sonko a montré que sa cohérence idéologique, sa position anti-corruption et anti-coup d'État était plus importante pour lui que la tradition diplomatique ou la stabilité de l'État.
Et toutes ces luttes politiques internes se déroulaient dans un contexte économique vraiment sombre, ce qui, j'imagine, ne faisait qu'amplifier le stress de l'exécutif. Le pays est décrit comme économiquement stagnant, confronté à un taux de chômage élevé, à des négociations délicates avec le FMI et à des chocs économiques importants. Le facteur de stress le plus important était la découverte, apparemment en avril 2025, d'une dette cachée estimée à plus de 7 milliards de dollars. L'année dernière, j'avais fait une conférence de presse au cours de laquelle je disais que le régime précédent n'a pas dit toute la vérité aux Sénégalais. La grosse dette qu'ils ont contractée n'est pas apparue dans la comptabilité publique, encore moins le budget. C'est suffisamment grave et est assimilable à une haute trahison. Cela a immédiatement compliqué toutes les négociations financières engagées par le gouvernement. Mais il faut reconnaître que Sonko a été très précis sur l'état des finances publiques. Il a lié le mandat politique à la nécessité économique. Il a défini le problème très clairement, affirmant que la surfacturation systémique, qui consiste essentiellement à surfacturer ou à gonfler les coûts des marchés publics, représentait environ 17% des marchés publics. Il a affirmé que cela générait des surcoûts totalisant 546 milliards de francs CFA par an. Concrètement, le Premier ministre affirmait donc que plus d'un demi-milliard de francs CFA étaient gaspillés chaque année à cause de la corruption et des prix gonflés. Mais il a également affirmé que grâce aux mesures d'austérité et aux efforts de rationalisation engagés par son gouvernement, 280 milliards de francs CFA avaient déjà été économisés sur le budget. C'était la façon dont Sonko disait « Le problème est réel, la lutte politique est nécessaire et ma stratégie économique fonctionne déjà ». Il défendait sa vision alors même que la tourmente politique faisait rage. Ainsi, après la crise de la coalition, la distanciation publique, les frictions diplomatiques et les accusations de sabotage, la situation était devenue intenable. Cette instabilité a conduit à une médiation interne intense, imposant une solution institutionnelle visant à instaurer une trêve. Cette médiation a impliqué non seulement les hauts responsables du parti, mais aussi les membres de la famille des deux hommes, ce qui montre à quel point le fossé était devenu profond et personnel. Face aux rumeurs persistantes d'un bras de fer politique, le tandem a tenté de désamorcer la crise sur plusieurs fronts. D'abord sur le plan personnel. Ousmane Sonko, face aux députés le 28 novembre, a cherché à rassurer l'opinion. Il a déclaré que les rumeurs d'un problème insurmontable étaient fausses, assurant qu'il n'y avait que paix entre nous deux. Il a ajouté « On travaille plus dur ensemble, on est tout le temps ensemble, on passe la journée et on mange ensemble. Il n'y a aucun problème. » Il a néanmoins marqué une distinction politique importante. « Je ne travaille pas pour le président Diomaye Faye, je travaille pour les Sénégalais. » Mais ce travail est sous la responsabilité de Diomaye Faye et sera comptabilisé dans son mandat. Cette phrase a été interprétée par certains comme une tentative de Sonko de se dédouaner de toute responsabilité en cas d'échec d'ici 2029. Ensuite, sur le plan institutionnel, le président Diomaye Faye a posé un acte fort et inattendu. Le 4 décembre 2025, il a formalisé, par décret co-signé avec le Premier ministre Sonko, une réorganisation profonde de la primature. Il s'agissait d'un compromis politique crucial, ce qui est significatif, et qui tient essentiellement la promesse faite par le président en avril 2025. Il a déclaré « Je veux des directeurs généraux forts, des ministres forts, un Premier ministre super fort » et en faisant co-signer Sonko, ils se sont tous deux engagés dans cette nouvelle architecture. Le terme Premier ministre super puissant implique en réalité un changement structurel majeur par rapport à l'histoire du pouvoir centralisé au Sénégal. Eh bien, l'objectif officiel était de rompre avec la longue histoire d'hyper-présidentialisme du Sénégal et de moderniser la gouvernance afin de réaliser le programme national de détransformation. Un exécutif moins centralisé et mieux structuré, cette réforme majeure vise à faire de la primature un véritable centre de commandement gouvernemental et à concrétiser la promesse d'un Premier ministre super fort. La réforme introduit plusieurs innovations notables. Voyons ce que ces 3 nouveaux outils stratégiques permettent réellement à Sonko de faire. En gros, il lui accorde le contrôle total sur 3 éléments clés: l'audit, la mise en œuvre et le processus décisionnel gouvernemental. Commençons par l'ISP, l'inspection des services de la primature. Cette nouvelle entité qualifiée de Cour des comptes internes est chargée du contrôle administratif et financier, des audits de services et du suivi de l'exécution des directives du Premier ministre. Elle est chargée du contrôle financier et administratif interne, de la supervision des transferts et de l'audit des départements. Cela résout immédiatement le problème de la surfacturation et donne à Sonko un mécanisme direct pour faire respecter la discipline budgétaire en contournant toute possibilité d'ingérence présidentielle. Ensuite, il y a le COSR, la cellule d'orientation et de suivi des réformes, outil central pour impulser
coordonner et évaluer les réformes interministérielles. Son objectif est d'assurer la cohérence interministérielle et d'évaluer l'impact des politiques et des réformes. Cela signifie que le bureau de Sonko peut désormais contraindre les différents ministères à aligner leurs actions sur le programme national et surtout évaluer s'ils fonctionnent conformément aux normes. C'est le mécanisme qui permet de s'assurer que les politiques sont exécutées selon les souhaits de Sonko. Et la troisième nouvelle structure, le CPCM, la cellule de préparation du Conseil des ministres. Cela permet de contrôler le processus décisionnel lui-même. Cette structure professionnalise la chaîne gouvernementale en se chargeant de la préparation, de l'harmonisation et du contrôle qualité des dossiers ministériels avant même qu'ils ne parviennent au président pour la réunion du Conseil des ministres. C'est un rôle de gardien. Elle garantit que seuls les documents examinés et approuvés par la primature sont présentés au président, ce qui permet à Sonko de contrôler l'accès au bureau de Faye. Et le renforcement structurel ne s'est pas arrêté là. Ils ont également veillé à unifier la communication. Ils ont créé un poste de chef de cabinet adjoint et nommé un secrétaire d'État qui fait également office de porte-parole du gouvernement directement rattaché à la primature. Cela garantit que le message adressé au public est unifié et provient du centre de commandement du Premier ministre. L'ensemble de la réorganisation confère à Sonko des leviers opérationnels importants, transformant la primature d'un simple organe de coordination en un centre de commandement central définitif de l'action gouvernementale. Il en résulte donc que la crise, le bruit, a entraîné un transfert important de pouvoir opérationnel, institutionnalisé par ce décret. C'est le point essentiel à retenir. Si l'on replace cela dans un contexte plus large, cette dynamique reflète la tension historique que nous avons mentionnée précédemment, à savoir le conflit entre la légitimité institutionnelle et la légitimité populaire. Faye a affirmé son autonomie institutionnelle en choisissant Touré et en menant sa propre politique étrangère. En réponse, le décret confère à Sonko, le leader populaire, un pouvoir institutionnel qui fait contrepoids à l'autorité constitutionnelle du président. Il semble donc que Faye ait réussi à consolider son rôle de chef d'État politiquement indépendant, mais il a dû payer cette autonomie en accordant à Sonko le pouvoir opérationnel de diriger le gouvernement et de mettre en œuvre le programme du PASTEF. Il s'agit d'un échange politique visant à rendre la cohabitation fonctionnelle. Et historiquement, le Sénégal a déjà connu de telles crises. Nos sources citent des parallèles tels que la crise de Senghordia en 1962, qui a abouti à la suppression pure et simple du poste de Premier ministre, ou encore les tensions ultérieures entre le président Wade et son ancien Premier ministre Idrissa Seck. Dans les deux cas, la divergence fondamentale des ambitions politiques a conduit à des crises constitutionnelles. La différence ici est qu'au lieu d'un limogeage politique, nous avons assisté à une restructuration institutionnelle visant à garantir une trêve. La solution institutionnelle fournit la structure nécessaire à la cohabitation, mais le défi sous-jacent reste celui de la volonté politique et de la confiance. Le décret rend la cohabitation fonctionnelle aujourd'hui, mais il ne résout pas le problème à long terme des divergences d'ambition politique, d'autant plus que les deux dirigeants doivent composer avec les demandes du public la complexité des négociations avec le FMI et les cycles électoraux potentiels à venir. En fin de compte, la souveraineté appartient au peuple. Le tandem doit montrer à l'Afrique et au monde que l'intérêt général peut surpasser les intérêts égoïstes. Ils ont un sacerdoce unique, travailler ensemble, dans le meilleur comme dans le pire, au service du Sénégal. Que pensez-vous de la nouvelle architecture de la primature? Est-ce suffisant pour garantir la stabilité du tandem? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette analyse vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Afrimotif pour ne manquer aucune de nos enquêtes, de liker cette vidéo pour soutenir notre travail et de la partager avec ceux qui s'intéressent à l'avenir politique du Sénégal. Merci de votre fidélité.